Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. On est dimanche, alors on enregistre les réactions immédiates aux rencontres de 13h et de 16h du côté de la NFL et de la 8e semaine d'activité. Et puis, cette semaine, je vais faire ça en solo. Aujourd'hui, je suis revenu de Winnipeg où les Alouettes ont joué samedi après-midi contre les Blue Bombers. Alors aujourd'hui, j'avais congé, j'ai pu faire comme vous. J'ai passé la journée à regarder les matchs sans travailler, juste en tant que amateur de football de la NFL. Alors, ça a vraiment été un bon dimanche. Il y a eu des excellentes rencontres, bien sûr, là, du côté de la NFL. On va commencer avec le duel qui met aux prises les Jets de New York aux Bengals de Cincinnati. Les Jets de New York qui ont finalement décroché leur première victoire de la saison. Il s'agit d'une première victoire en carrière pour l'entraîneur-chef recru Aaron Glenn aussi. Justin Fields a connu un bon match. Écoutez, ça a été un match de fou, là. Ça a été une victoire des Jets par le pointage de 39-38. Les deux défenses étaient vraiment pitoyables. C'était incroyable de voir ça. Les deux équipes étaient incapables d'arrêter le jeu au sol. Mais du côté des Jets, c'est un match qui était important pour l'organisation. Étant donné qu'on a appris dimanche matin que l'ancien centre des Jets, Nick Mangold, est décédé à l'âge de 41 ans. C'est un joueur qui était très populaire auprès des partisans. Faisait partie des équipes des Jets de New York avec Mark Sanchez au poste de quart qui ont participé à la finale de l'association américaine lors de 2 saisons consécutives. Faisait partie de la dernière édition des Jets qui a été en mesure de se qualifier en éliminatoire. Alors, toute la famille des Jets de New York était vraiment triste à la suite de l'annonce du décès de Nick Mangold. Puis tout ça, c'est survenu à la suite d'une semaine très tumultueuse du côté des Jets de New York. Je suis sûr que vous êtes au courant. Vous avez lu ou entendu les commentaires du propriétaire des Jets, Woody Johnson, à l'endroit de Justin Fields. On voulait remplacer Justin Fields, mais Tyrod Taylor est ennuyé par une blessure à un pied qui a fait en sorte que Fields a été le carrière partant contre les Bengals de Cincinnati. Mais juste avant de parler de la rencontre, il y a une raison pourquoi les Jets sont l'équipe qui a la plus longue disette sans participation en éliminatoire du côté de la NFL. Ça commence avec le propriétaire, c'est aussi simple que ça. Woody Johnson, la semaine dernière, l'a démontré à quel point c'est un clown, carrément. C'est un clown, cet homme-là. Les commentaires qu'il a tenus à l'endroit de Justin Fields, ça se fait pas, en tant que propriétaire. Tu sais, de dire que si on sera en mesure de compléter une passe, peut-être qu'on aurait des chances de gagner. La défense se joue bien, ce qui est tout à fait faux. La défense des Jets est atroce depuis le début de la saison. Elle a été mauvaise aujourd'hui, malgré cette première victoire de la saison. Mais de dire ça à propos de ton carrière partant, publiquement, ça se fait absolument pas. Puis je suis content pour Justin Fields qu'il a été en mesure de mener les Jets à une première victoire cette saison. Parce que Justin Fields, après la rencontre, il était émotif au podium. Puis il a dit que ça a été une semaine difficile, qu'il était même en pleurs. Il n'a pas dit que c'était à la suite des commentaires de Woody Johnson, du propriétaire, mais on se doute bien que c'est à cause de ça, là. C'est à cause de quoi d'autre. Donc, je suis content pour Justin Fields qu'il a pu connaître du succès puis mener les Jets à cette première victoire. Mais vraiment, ça nous a prouvé, là, les commentaires de Woody Johnson, pourquoi les Jets sont une risée. Pourquoi, année après année, ils changent de carrière ou d'entraîneur-chef, puis malgré tout, ils n'ont pas de succès. Ça commence avec ce clown de propriétaire des Jets de New York. Fait que je voulais juste dire ça en commençant. Puis pour ce qui est de la rencontre, écoutez, Breece Hall a connu tout un match. Okay? Justin Fields a bien joué, mais Breece Hall a été le meilleur joueur en attaque du côté des Jets. Il a tout fait. Il a même complété la passe de toucher victorieuse à Mason Taylor. On était d'un jeu truqué à la porte de la zone début du côté des Jets de New York. Parce qu'il faut dire que la performance de Justin Fields, ça a été sans les services de son meilleur receveur de passe. Garrett Wilson était absent. Les Jets étaient privés également du demi de coin Sauce Gardner. Mais on a trouvé une façon d'aller chercher une victoire. Il faut donner crédit à Aaron Glenn, qui est allé de convertir de 2 points, alors que je trouvais que il était trop tôt pour aller pour 2 points. Il l'a fait, puis ça permet à son équipe, en bout de ligne, de l'emporter par 1 point contre les Bengals de Cincinnati. Puis pour ce qui est des Bengals, tu sais, j'en avais parlé, là. J'étais allé d'une publication sur les réseaux sociaux. En fait, c'est dans le cadre du podcast en compagnie de Marc-André. J'avais dit que avec l'acquisition de Joe Flacco, ça n'allait rien changer. Oui, on a connu du succès. On a été en mesure de vaincre les Steelers de Pittsburgh la semaine dernière. Mais c'est pas à cause de Joe Flacco là, qu'on a perdu aujourd'hui. C'est à cause de cette foutue défense qui est pourrie depuis l'année dernière du côté des Bengals de Cincinnati. Imaginez-vous, là, on vient d'accorder 38 points
aux Jets de New York. À domicile, en plus, là, le match avait lieu à Cincinnati. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, je disais que la transaction de Joe Flacco, ça ne va pas permettre éventuellement aux Bengals de participer aux éliminatoires parce que cette défense-là, elle est mauvaise depuis l'année dernière. Puis là, on l'a vu aujourd'hui. En plus de ça, Trey Hendrickson n'a pas été en mesure de terminer la rencontre. Il est ennuyé par une blessure à une hanche depuis quelques semaines. Il a commencé le match. Il l'a pas fini. Je vais tout de même donner crédit à l'entraîneur-chef des Bengals, Zach Taylor, pour une fois qu'il s'est ajusté. Pour une fois, en fait, c'est pour un deuxième match consécutif. Ça a été le cas également contre les Steelers. Il a utilisé le jeu au sol. Puis une chose qu'on remarque du côté de la ligne à attaque des Bengals, elle est robuste lorsqu'elle a l'occasion de bloquer au sol. Alors, j'espère que Zach Taylor, il semble avoir appris sa leçon. Parce que pour une deuxième semaine consécutive, sa sélection de jeu a été beaucoup plus équilibrée. Mais c'est ça, là, malgré ça, ça devient impossible pour les Bengals de surmonter leur unité défensive qui en arrache. En tout cas, encore une fois, félicitations à Aaron Glenn et aux Jets pour leur première victoire de la saison. Les Bills de Buffalo, ils étaient de retour en action. Ils avaient congé la semaine dernière, puis ça a été une victoire là, convaincante des Bills, 40-9 face aux Panthers de la Caroline. C'était Andy Dalton qui était au poste de quart pour les Panthers de la Caroline. La performance du match, elle appartient au demi à l'attaque des Bills, James Cook, qui a été sensationnel, 216 verges au sol. Il a inscrit 2 touchés. Josh Allen a été responsable de 3 touchés du côté de Buffalo. Les Bills avaient perdu 2 matchs de suite avant la semaine de congé. La semaine de congé est vraiment arrivée à un bon moment pour eux. On a apporté des ajustements, même si les Panthers sont pas une bonne équipe pour la Caroline. C'était seulement une première défaite à domicile cette saison. Mais quand même, on voit que le calendrier des Panthers est relativement facile. Il y a AJ Epinesa, l'ailier défensif, qui est allé d'un jeu exceptionnel en réussissant une interception tout à fait spectaculaire aux dépens de Andy Dalton. Alors, écoutez, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Je suis content de voir que les Bills ont écrasé les Panthers. C'est ce qu'ils devaient faire avec Andy Dalton au poste de quart. Mais on va voir. C'est pas un grand test, là. La seule chose que je vais dire toutefois, défensivement, on ne s'est pas fait traverser au sol du côté des Bills de Buffalo parce que souvenez-vous, la dernière fois qu'on avait vu Buffalo, c'était contre les Falcons Atlanta. B. John Robinson s'était amusé aux dépens de la défense du jeu au sol des Bills de Buffalo. On aime mieux jouer parce que s'il y a une chose que la Caroline fait bien depuis le début de la saison avec Chubba Hubbard et Rico Dowdle, c'est qu'on est en mesure de courir avec succès avec le ballon, mais ça n'a pas été le cas ce dimanche après-midi contre les Bills de Buffalo. Alors, bonne performance des Bills contre une mauvaise équipe, mais tout de même, on a fait ce qu'on avait à faire en inscrivant 40 points contre la Caroline. Les Cowboys de Dallas étaient à Denver pour y affronter les Broncos. J'avais choisi les Cowboys afin de l'emporter, puis naturellement, les Cowboys m'ont laissé tomber. Bo Nix et des joueurs recrues là, du côté des Broncos de Denver se sont mis en évidence, notamment Harvey, le demi à l'attaque recrue. Il a réussi un tour de chapeau, il a inscrit 3 touchés, notamment un touché sur une distance de 40 verges. Les Broncos de Denver, maintenant, ils ont gagné leurs 9 derniers matchs à domicile. Ils ont toutefois perdu les services de Patrick Surtain, le joueur par excellence en défense de la NFL en 2024. Il a quitté ennuyé par une blessure à une épaule. Alors, on va devoir suivre son état de santé au cours des prochaines semaines. Pour ce qui est des Cowboys de Dallas, Dak Prescott a été victime de revirement. Il a été victime d'une interception pour la première fois en 5 matchs. En fait, il a lancé plus d'une interception. 4 passes de toucher pour Bo Nix. Je ne suis pas encore convaincu de la performance de Bo Nix, de ses performances. Pourquoi, vous allez me demander? Ben, c'est que la tertiaire des Cowboys, déjà qu'elle n'est pas très bonne. La défense des Cowboys n'est pas très bonne. Mais là, elle est vraiment amochée. On a perdu des joueurs en cours de route durant la rencontre. Alors, Nix en a profité pour tirer avantage de cette tertiaire amochée. Tant mieux pour lui. Mais Bo Nix, je vais avoir besoin d'en voir plus de sa part. Je le sais, la semaine dernière, les Broncos sont allés d'une victoire miracle. Nix avait complété 2 passes de toucher. Il avait inscrit 2 touchés au sol au quart du crème-quart. Mais lors des 3 premiers quarts, il n'avait absolument rien fait. Alors, Bo Nix marche par séquence. Ça a été une bonne performance de sa part. Mais la défense des Cowboys, comme je viens de dire, elle est déjà mauvaise. Puis là, elle était amochée par plusieurs blessés. Il y avait plusieurs joueurs amochés, je veux dire, au niveau de la tertiaire.
Alors, ça a donné le résultat qu'on a vu, là. Mais là, c'est la dernière fois, je pense que je vais choisir les Cowboys sur la route quand même contre une équipe de qualité. Les Giants de New York, ils ont perdu contre les Eagles de Philadelphie. Saquon, finalement, il a connu un match de 100 verges au sol. En fait, il a gagné plus de 150 verges au sol. Il a inscrit un touché de 65 verges, de loin sa plus longue course de la saison. Ça a été une victoire pour les Eagles de Philadelphie, 38-20, qui ont vengé leur échec contre les Giants de New York il y a quelques semaines. Je suis sûr que vous en souvenez, ça se passait dans le cadre d'un match du jeudi soir. Mais toutefois, du côté des Giants, on a perdu le service de Cam Skattebo, l'excellente recrue porteur de ballon. Il a subi une fracture et une dislocation de cheville. C'était pas beau à voir. Puis on a vu immédiatement la réaction de Jackson Dart et des autres joueurs des Giants de New York. Alors ça, c'est vraiment un dur coup pour les Giants. Ça allait tellement bien. Il y a à peu 2 semaines de ça. Là, on a eu l'écroulement au 4e quart à Denver la semaine dernière. Cette semaine, on perd les services de Skattebo. Mais au moins, je vois une amélioration de la part de Jackson Dart. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle pour Brian Daboll qui essaie de sauver son emploi. Mais toutefois, Shane Bowen, le coordinateur de la défense des Giants, il va peut-être coûter l'emploi à Brian Daboll si ça continue comme ça. Parce qu'il y a eu l'écroulement de la défense la semaine dernière à Denver. Puis là, écoutez, Jalen Hurts a complété 4 passes de toucher. Il était sans les services de A.J. Brown. A.J. Brown a raté la rencontre. Dallas Goedert a inscrit 2 touchés. Mais à un certain moment, on a permis, imaginez-vous, là, aux Eagles de Philadelphie de convertir un 2e et 31. Les Eagles sont allés avec une course, puis on a converti ce 2e et 31. Ça a été une course de Tank Bigsby. Alors, toutes les semaines, là, du moins là, lors des 2 dernières semaines, la défense des Giants en a vraiment arraché. Puis je suis obligé de pointer du doigt le coordinateur de la défense, Shane Bowen. Alors, les Eagles de Philadelphie, ben, c'est ça a vraiment été une belle victoire à domicile. Mais la perte de Skattebo, ça fait vraiment mal. Donc, 2 défaites qui font mal là, à défaut de trouver d'autres mots là, du côté des Giants de New York, comme je l'ai dit. La défaite à Denver, mais là, la perte de Skattebo, j'ai hâte de voir si les Giants vont garder le moral. Là, parce que là, tout le vent positif qu'on avait, c'est comme si c'était en train de s'effriter. Là. C'est en train de disparaître du côté de l'organisation des Giants de New York. Les Bears de Chicago étaient à Baltimore contre les Ravens. Les Ravens, c'est une autre équipe là, qui revenait d'une semaine de congé. On sait à quel point ça a été difficile pour Baltimore depuis le début de la saison. Mais là, ça a été une victoire par la marque de 30-16 contre les Bears, qui eux avaient gagné leurs 4 derniers matchs. Derrick Henry a inscrit 2 touchés. Il y a la recrue chasseur de corps, Mike Green, qui était un de mes joueurs favoris du repêchage. Il a finalement réussi le tout premier sac de sa carrière. Pour Derrick Henry, il a maintenant 111 touchés au sol. Il a dépassé Walter Payton au 5e rang de l'histoire de la NFL pour le plus grand nombre de touchés inscrits au sol. Je crois que ça vaut la peine de souligner ça. Puis c'était une bonne performance du carrière Snoop Huntley. Moi, j'ai jamais compris pourquoi du côté des Ravens de Baltimore, on avait mis sous contrat Cooper Rush, étant donné que Rush a un style de jeu tellement différent à celui de Lamar Jackson, alors que Huntley, ben, il a un style de jeu plus similaire à celui de Lamar Jackson. Il a gagné une 50aine de verges au sol. Alors, ça a été une performance solide de la part des Ravens de Baltimore à domicile. Après la semaine de congé, on en avait vraiment besoin. Alors que du côté de Caleb Williams, la carrière des Bears, il continue de rater des passes. Il y a une passe, j'ai oublié, c'était quel receveur qui ciblait dans le coin de la zone début. Le receveur s'était libéré. La passe était trop longue. On a vu ça à quelques reprises encore une fois. T'sais, il ne peut pas rater ces passes-là, Caleb Williams, lorsque les receveurs sont en mesure de se libérer. Puis la défense des Bears, elle crée beaucoup de revirements. Avant la rencontre, elle était au premier rang de la NFL pour les revirements provoqués. Si je me souviens bien, on avait provoqué au moins 3 revirements lors de nos 4 victoires consécutives. Ça, c'est bien beau. Mais si tu ne provoques pas de revirement, ben cette défense-là, elle a des ennuis. Parce qu'elle est parmi les pires de la NFL en termes de verges accordées. Alors, sans les revirements, l'unité défensive des Bears a de la difficulté à ralentir les attaques adverses. C'est un peu ça qu'on a vu dimanche après-midi à Baltimore contre les Ravens. Mais j'ai aimé la performance soit du demi à l'attaque d'Andre Swift. Swift, malgré le fait qu'il n'a pas un gros gabarit,
il continue là, de courir avec robustesse. Alors ça, c'est une bonne chose. Mais l'unité défensive des Bears et les passes imprécises de Caleb Williams, ça, c'est deux choses qui m'inquiètent, si on peut dire, du côté des Bears de Chicago. Mais quand même, on avait gagné nos 4 derniers matchs. Alors, on va voir si on sera en mesure seulement d'éviter de perdre 2 matchs consécutifs du côté des hommes de Ben Johnson. Mais encore une fois, belle performance à part des Ravens de Baltimore. L'espoir renaît un peu à Baltimore. Est-ce que Lamar Jackson sera en mesure de revenir au jeu la semaine prochaine? Ça reste à voir, mais on avait besoin de cette victoire-là. Parce que si on perdait ce match-là, on aurait une victoire et 6 défaites. Puis là, on pourrait oublier complètement une participation en éliminatoire. Les chances sont contre les Ravens de se qualifier pour les matchs après-saison, mais on ne pouvait pas se permettre d'échapper ce match à domicile après la semaine de congé. Alors, on va surveiller si Lamar sera en mesure d'effectuer un retour au jeu la semaine prochaine. Les Dolphins de Miami sont là à Atlanta et ils ont défait les Falcons. Pour moi, ça, c'est le résultat le plus surprenant de la 8e semaine d'activité jusqu'à présent. Tua a complété 4 passes de toucher. Ça a été une victoire par le pointage de 34-10 pour les Dolphins qui avaient perdu leurs 3 derniers matchs. On sait à quel point ça allait mal. Les commentaires de Tua au podium qui lancent tout le monde sur l'autobus. Après ça, il est obligé le lendemain de s'excuser et tout. Tua qui semble pas être apprécié de ses coéquipiers. Le leadership de Mike McDaniel qui est constamment remis en question. Puis là, on a été capable d'aller gagner à Atlanta. Ça, c'est une défaite désastreuse pour les Falcons. Trompez-vous pas. Oui, je sais, Michael Penix n'était pas au poste de corps, mais c'est pas comme s'il jouait bien. Kirk Cousins a obtenu le départ. Il a gagné seulement 173 verges par la passe. Il y avait un manque de chimie, là, de cohésion avec ses receveurs de passe. Puis c'est un peu normal parce que là, il est rendu carrière réserviste. Alors, combien de répétitions qu'il y a eu avec les receveurs partant depuis le début de la saison? Très peu, peut-être lors des derniers jours durant la semaine de préparation, mais on voyait là, les receveurs couraient certains tracés de passe. Cousins s'attendait à ce qu'il court un autre tracé, donc il y avait un manque de cohésion, un manque de chimie qui était flagrant là, de ce côté-là. Mais tout de même, parce que du côté des Falcons, avant le début de la rencontre, on marquait en moyenne seulement 18,3 points par rencontre. Là. OK? Donc ça, en termes de points marqués en moyenne par rencontre, on est parmi les pires de la NFL. Là, on en a juste marqué 10. Seulement 10 contre les Dolphins de Miami, à domicile. Et puis, malgré le manque de cohésion qu'il y avait entre Kirk Cousins et ses receveurs de passe, les Dolphins sont la pire défense de la NFL contre le jeu au sol. Miami, avant la rencontre, accordait au moins 159,3 verges par match. Puis là, on a été en mesure de limiter Bijan Robinson à seulement 25 verges. Comment est-ce possible? Alors, les Falcons sont vraiment une drôle d'équipe. Il y a quelques semaines, on a été en mesure de vaincre les Bills de Buffalo. Là, on perd à domicile contre les Dolphins de Miami. J'ai aucune idée à quoi m'attendre du côté des Falcons d'Atlanta, peu importe quelle carrière. Non, c'est vraiment là, ce résultat-là m'a laissé incrédule. Mais bon, félicitations aux Dolphins qui ont pu mettre fin à leur séquence de défaites, mais du côté des Falcons, on doit se poser de sérieuses questions. Mais le fait qu'on n'a pas été capable de courir avec le ballon, ça, j'en reviens pas contre la défense de Miami. Les Texans de Houston, ils ont été en mesure de vaincre à domicile les 49ers de San Francisco. CJ Stroud, il a atteint un sommet personnel cette saison. Ça a été sa meilleure performance. 318 verges par la passe, 2 passes de toucher. Ça a été une victoire par le pointage de 26-15 des Texans contre les 49ers de San Francisco. Puis je crois vraiment que l'absence de Nick Bosa et celle de Fred Warner s'est fait ressentir du côté de l'unité défensive des 49ers de San Francisco. Écoutez, en première demi, les Texans ont eu le ballon pendant 25 minutes. 25 minutes en première demi, là, c'est jamais vu, là, ça. On voit jamais ça, là. Écoute, les Niners ont eu le ballon pendant seulement 5 minutes en première demi. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'entraîneur-chef des Texans de Houston, DeMeco Ryans, connaît très bien Kyle Shanahan parce qu'il était autrefois le coordinateur de la défense des 49ers de San Francisco. Donc, à tous les jours, son unité défensive s'entraînait contre le système de Kyle Shanahan. Donc, ça peut expliquer pourquoi l'attaque des Niners a vraiment eu des ennuis contre la défense des Texans aujourd'hui.
Signe encourageant du côté des Texans d'Houston, c'est que les deux recrues receveurs de passe qu'on a repêchés, Higgins et Noel, commencent à donner signe de vie là, depuis 2 semaines environ. Là. Higgins a écrit un touché, Noel a réussi quelques réceptions. Donc, je pense que c'est encourageant pour la deuxième moitié de la saison des Texans de Houston. Houston n'est pas encore sorti du bois, mais ils sont de retour dans la course pour une place en éliminatoire avec cette victoire-là. Si ces deux recrues peuvent contribuer un peu plus, ça va grandement aider là, les Texans. Mais la ligne à l'attaque, c'est ça là, qui demeure vraiment le point faible de Houston. Aujourd'hui, ça a bien été, mais il faut dire encore une fois que Nick Bosa n'était pas là. Mais au moins, ça a été une performance encourageante de la part des Texans de Houston. Donc, j'ai bien hâte de voir la suite des choses pour Houston. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, bon, ils ont vaincu les Browns de Cleveland. Les Browns, ils ont connu un certain succès en début de rencontre, mais j'ai vu les commentaires de Mike Vrabel, l'entraîneur-chef des Patriots, après le match. Il a dit une fois là, que les Browns, ils ont épuisé là, les jeux truqués ou les jeux là, lorsqu'on utilise de la fumée des miroirs, comme on dit. Ben là, après ça, là, on a vu qu'il ne restait plus rien là, du côté de l'attaque des Browns à peu près. Dylan Gabriel, je m'excuse, on a gaspillé un choix de troisième ronde du côté des Browns de Cleveland en repêchant Dylan Gabriel. Il est tellement petit, il ne voit pas par-dessus la ligne à l'attaque. Il est incapable de compléter des passes dans les zones profondes. N'oubliez pas, un choix de troisième ronde, généralement, c'est un joueur qui devient un partant ou qui est immédiatement un joueur partant ou peut-être après 1 an ou 2 de développement peut devenir un joueur partant. Dylan Gabriel n'a tout simplement pas le talent pour devenir un carrière partant de la NFL. Alors, c'est un choix au repêchage qui a été gaspillé. On aurait pu aller chercher un joueur partant à une autre position avec ce choix au repêchage là, du côté des Browns de Cleveland. 3 passes de toucher pour Drake May, qui, je commence à me demander s'il n'est pas le meilleur carrière pour compléter des passes dans les zones profondes. Il y a tellement de doigté et de précision. Lui et les Jalen Hurts sont en mesure de le faire régulièrement. C'est de toute beauté là, de le voir compléter certaines de ses passes encore une fois. Myles Garrett, dans la défaite, 5 sacs du quart. Myles Garrett, qui connaît une des meilleures carrières. Là. On parle là, de toute l'histoire des chasseurs de quart dans l'histoire de la NFL. Puis la carrière qu'il connaît, c'est tout à fait phénoménal. Parce que les Browns tirent toujours de l'arrière ou presque depuis le début de sa carrière, depuis qu'ils l'ont repêché au tout premier choix du repêchage. Mais quand même, là, il est rendu à 111 sacs, je crois, en carrière, 110, j'ai oublié son total. Mais quand même, 5 sacs du quart, c'est seulement la 20e fois dans toute l'histoire de la NFL qu'un joueur réussit 5 sacs ou plus. Puis il a fait ça malgré le fait que les Browns ont tiré de l'arrière. Quel joueur. Je pense que c'est sans équivoque qu'il est le meilleur joueur en défense de toute la NFL. Imaginez-vous si les Browns étaient en mesure d'avoir l'avance par moment. Alors, les Patriots, eux, qui continuent. Les Patriots vont participer aux éliminatoires. Je pense que ça devient évident. Mais encore une fois, une belle performance à part de Drake May. Les Buccaneers de Tampa Bay, ils affrontaient leurs rivaux de section, les Saints de la Nouvelle-Orléans, au Superdome. Ça a été une victoire signée par l'unité défensive des Bucs. Parce que là, encore une fois, Bucky Irving n'était pas en uniforme. Mike Evans, sa saison est peut-être terminée. Chris Godwin ne jouait pas. Donc, il nous manque de ressources du côté de l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay et de Baker Mayfield. Mais quand même, on a gagné 23-3. Il y a l'ailier défensif Anthony Nelson qui a été tout à fait incroyable. Il a réussi un touché, il a provoqué un échappé, il a récolté, j'ai ça ici dans mes notes, 2 sacs du quart. Numéro 98 était partout sur le terrain. Quelle performance de sa part. Il a vraiment sonné la charge pour les Buccaneers de Tampa Bay. Spencer Rattler, il a été victime de revirements. La semaine dernière, ça avait été 3-4 revirements pour Rattler. Là, ça a été 2 revirements aujourd'hui. Alors, c'est bien qu'on a envoyé Tyler Shock, le choix de 2e ronde, dans la mêlée. Shock, il n'a pas fait grand-chose nécessairement. On va voir, étant donné là, qu'il n'a pas obtenu les répétitions durant la semaine pour se préparer pour la rencontre. Alors, je vais attendre avant de l'évaluer. Là. Je ne veux pas être sévère à son endroit. Mais on savait que ça a été une saison difficile pour les Saints. Mais ils sont quand même coriaces, les Saints. Tu sais, il y a eu une séquence où les Buccaneers avaient le ballon à la ligne d'une verge, à la porte de la zone des buts. Ça a pris 8 jeux pour que les Bucs soient finalement en mesure, 8 jeux là, à la ligne d'une verge pour finalement inscrire un touché. C'est à quel point la défense des Saints, puis l'équipe au complet est coriace, malgré le fait qu'il nous manque du talent. Là, ça, je crois que c'est évident là, du côté des Saints à Nouvelle-Orléans. Maintenant, dans la dernière rencontre, les Titans du Tennessee, ils ont perdu naturellement contre les Colts d'Indianapolis. Jonathan Taylor,
Je pense qu'il est favori là, présentement pour le titre de joueur par excellence. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, parce qu'il a connu un 4e match de 3 touchés cette année. 4 fois en 8 semaines. Tout à fait phénoménal. Il mène la NFL au chapitre des verges au sol. En plus de ça, un autre tour du chapeau pour l'incroyable Jonathan Taylor. Je pense que je vais tout le temps l'appeler l'incroyable Jonathan Taylor parce qu'il est effectivement incroyable depuis le début de la saison, Taylor. Alors, comme je l'ai dit, 4e match de 3 touchés pour lui. Puis la combinaison de Jonathan Taylor avec la ligne à l'attaque des Colts d'Indianapolis. Cette ligne à attaque-là est une des meilleures de la NFL. Il y a certaines de ces courses, les brèches qu'il y avait, c'était des autoroutes. Il faut dire que du côté des Titans du Tennessee, on était privé de notre meilleur joueur, Jeffrey Simmons. Il a raté la rencontre, l'excellent plaqueur. Il était blessé, mais quand même, Taylor, il est rendu à 15 touchés cette année. Imaginez-vous, 15 touchés déjà en 8 rencontres pour le demi à l'attaque étoile des Colts d'Indianapolis. Il a notamment réussi un toucher sur une distance de 80 verges. Mon Dieu que la défense des Titans a mal paru là-dessus. Là, il y a 2 joueurs qui n'ont pas été capables de rattraper Taylor. Mais en plus de ça, surtout, c'est qu'ils ont pris des mauvais angles de poursuite. Ça faisait vraiment dur du côté des Titans du Tennessee. Ça a été un match difficile pour Cam Ward. Toutefois, Mike McCoy, cette semaine, lors de la semaine de préparation, il a dit que peu importe, même si les Titans vont tirer de l'arrière par beaucoup, ben, il va continuer de courir avec le ballon. Pour pas que Cam Ward se fasse tabasser. Il veut maintenir un équilibre. C'est ce qu'on a vu, malgré le fait qu'on tirait de l'arrière, on continue de courir avec le ballon. On ne veut pas mettre trop de stress sur cette mauvaise ligne à l'attaque. Je pense que c'est une bonne chose de la part de Mike McCoy. Il faut trouver une façon de protéger Cam Ward. Mais les Colts d'Indianapolis, qui continue là, d'impressionner depuis le début de la saison. L'attaque avec Taylor aujourd'hui. Il y a également Pittman qui a connu tout un match, il a réussi un catch spectaculaire, il a attrapé le ballon avec son bicep. Écoutez, c'est la première fois que je pense que j'ai vu un joueur réussir un catch de la sorte, pas inscrire de toucher. La défense a provoqué des revirements. On a fait ce qu'on avait à faire face à une des pires, c'est pas la pire équipe de toute la NFL, les Titans du Tennessee. Ben écoutez, aujourd'hui c'est plus rapide cette réaction face au match de la NFL. Alors écoutez, j'espère que ça vous a plu. Oui, j'ai fait ça en solo aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais avoir un invité qui va m'accompagner. Alors, quand même, je vais faire un épisode pour vous afin de discuter des matchs, d'y aller de mon analyse. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui écoutent nos réactions rapides le lundi matin lorsqu'ils se rendent au travail. Alors, écoutez, je vais vous souhaiter de passer une bonne semaine. Le prochain épisode sera mis en ligne mercredi. La semaine dernière, on l'a mis en ligne jeudi. En raison, là, on avait eu de quelques difficultés, mais là, l'épisode sera mis en ligne mercredi, alors qu'on va mettre la table, notamment là, pour la demi-finale de l'Est de la Ligue canadienne, les Alouettes qui vont recevoir les Blue Bombers de Winnipeg. Les Alouettes sont sortis amochés de leur match à Winnipeg, soit dit en passant. Là. Il y a notamment Moustapha Johnson qui a subi une blessure à l'épaule. On verra s'il sera en mesure de s'entraîner et participer à la demi-finale de l'Est. Et bien sûr, on va également mettre la table pour la 9e semaine d'activité du côté de la NFL. Alors, on va vraiment avoir un épisode chargé pour vous mercredi. Alors, je vous invite à ne pas rater ça. Allez, passez un beau début de semaine.